Voilà mes amis, comme promis, deuxième vidéo, normalement ça ne doit pas bugger. Nous sommes le 3 janvier 2018, je suis avec Stéphanie Pahu, linguiste, et on va parler de balancer nos idées reçues. Donc vous nous rejoignez, vous étiez 60, il y a eu un petit problème technique, donc là vous allez tous revenir, évidemment. Impossible, hop. Voilà. Donc normalement, il n'y a plus de bugs, on est bien normalement, on est parfait et on va reprendre ce débat sur balancer les idées reçues. Alors, partageons, on se donne 2-3 minutes de partage et puis on lance cette première philosophie directe de l'année 2018. Ça va, t'as partagé à nouveau? Je crois pas que ça bug. Sur mes pages. A priori, ça fonctionne. Voilà, ça bug pas. C'est parfait. Et comme on a tout là, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le fruit de ton travail, parce qu'on ne te connaît peut-être pas. Il y a des abonnés à ma page, mais toi, voilà, des fois je relais tes publications. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes, le temps que je partage, ton parcours intellectuel? D'où tu viens? Quelles sont tes questions? Bon, j'ai une formation assez classique en lettres. J'avais commencé par faire du latin et puis de la littérature. Et je suis devenue linguiste, et ce qui m'interroge, c'est la construction des identités, les normes, donc les normes discursives, les normes de la langue, mais aussi les normes de genre, de sexe, de relations sexuelles. Donc c'est autour de ça que mes recherches tournent. Je travaille aussi sur la dépolitisation des discours, donc sur les idées reçues, les idéologies, sur les stéréotypes, donc c'est ça qui occupe la plupart de mes recherches. T'as combien de publications? Tu as fait pas mal d'articles? J'ai fait j'ai fait un bouquin sur les hommes et les femmes en discours publicitaire. J'avais déjà travaillé sur la construction de l'identité à ce moment-là. Après j'ai fait un traité de désobéissance féministe. Je m'étais interrogée sur les différents courants féministes, sur leurs divergences, mais sur leurs accords aussi évidemment. J'ai fait un essai sur la normalité. J'ai essayé de questionner les normes, autant les normes de langue que les normes de sexe. Et puis là, je suis en train d'en faire un autre essai sur le corps qui s'appellera Chérissons. Et sinon, j'ai des articles qui parlent de publicité, de discours politique, de didactique du français. Mais tout tourne autour de cette question des identités, de la fluidité identitaire et puis des normes. Tu connais Marina Jagello? Oui, bien sûr. Parce que j'ai lu récemment son catalogue des idées reçues sur la langue, qui est pour moi le livre qui m'a initié à la linguistique quand j'avais, je sais plus, 18 ans, 20 ans. Et c'est un petit livre que je vous recommande, qui est en livre de poche, catalogue des idées reçues sur la langue. Moi j'adore cette... Il y a un autre livre de Jagello qui m'a initié à la linguistique aussi, Alice au pays du langage. Oui, magnifique. Moi j'ai tout lu après. Hein. Les fous du langage aussi. Les fous du langage aussi, sur toutes les inventions de langue. Donc Jagello, c'est un pilier, et surtout qui donne du désir pour la linguistique. J'étais tellement fou plutôt d'elle, on est dans le genre folle d'elle, j'étais tellement fou d'elle que j'ai acheté sa méthode pour apprendre le Wolof, langue du Sénégal, avec les cassettes, juste parce que c'était elle qui signait la méthode, voilà. Donc voilà. Allez, on entre dans le vif du sujet. Je te propose de faire une petite intro. Moi, je me charge de l'intro un peu philosophique sur la notion d'idées reçues, puis après on part sur la politique, comment repolitiser nos discours, comment dénaturaliser nos croyances. Pendant ce temps, mes amis, vous partagez. On est 44, on en a perdu 15 en chemin, donc il faut les récupérer. Envoyez le lien partout, etc. Alors, les idées reçues, d'abord, c'est la notion en philosophie d'opinion reçue. On reçoit des opinions de la société, et sans le libre examen, sans la possibilité de réfléchir par soi-même aux idées qui nous viennent de notre éducation, eh bien, on les prend comme étant des vérités. Et évidemment, les idées reçues sont du coup susceptibles d'être fausses, comme les opinions, exactement. Donc Pascal oppose en ce sens les idées reçues aux idées que l'on produit. Les opinions reçues, attention quand tu écris ça bouge trop, il faut prendre un dur, tiens, je te passe un max, pas de problème. Pascal oppose les opinions reçues et les opinions produites par nous-mêmes. On voit bien que ce n'est pas encore très péjoratif. Voltaire, dans ses lettres philosophiques, parle également d'idées reçues. C'est en fait les idées qui sont admises, qui sont acceptées, sans être repensées. Finalement, une idée reçue mériterait qu'on y repense à deux fois. Or, on ne le fait pas, et évidemment, c'est
préjudiciable, et la philosophie est là pour justement nous inciter à tout repenser. Helvétius, dans De l'esprit, on est en 1758, nous dit cette phrase: « L'esprit juste n'est donc le plus souvent que l'art de raisonner méthodiquement faux. » L'esprit juste, c'est bien joli d'avoir un esprit juste, une bonne méthode pour penser, mais comme on pense sur un matériel qui est un matériel d'opinion reçue, d'idées reçues, non interrogées à nouveau, eh bien on fait des grandes conceptions, des grandes chaînes de raisonnement sur des idées qui sont susceptibles d'être fausses. Donc la méthode est vraie, mais le contenu est faux. Dans De l'homme, en 1772, Helvétius dit également ceci, il oppose, et ça commence à être intéressant et commence à être romantique, parce qu'il y a une transformation de la notion d'idée reçue au cours du 19e siècle. Donc on est en 1772 et il dit « L'homme de génie pense d'après lui. Ses opinions sont quelquefois contraires aux opinions reçues. Il blesse donc la vanité du grand nombre. Pour n'offenser personne, il ne faut n'avoir que les idées de tout le monde. » D'accord ? L'on est alors sans génie et sans ennemi. Donc il oppose l'homme de génie qui va forger ses propres idées au vulgaire, au reste du monde, qui se contente d'idées reçues pour en fait faire semblant d'avoir des idées, alors qu'en fait il n'y a pas d'idées qui sont véhiculées. Arrive le tournant du 19e siècle. Alors il y a Benjamin Constant, dans son journal il définit par exemple les idées reçues comme finalement des stratégies de persuasion. On est avec cette émergence d'une force nouvelle qui est l'opinion, qui est le public, hein, ceux qui lisent des journaux, ceux qui lisent la presse. Et donc l'idée reçue va être persuasive, elle s'apparente finalement à un lieu commun, quelque chose qu'on n'a pas besoin d'interroger, une sorte de vérité évidente que l'on partage. Mais à mon sens, la première qui montre que l'idée reçue n'est pas du domaine de la vérité, mais est du domaine du pouvoir, c'est Madame de Staël. Madame de Staël, dans De l'Allemagne, on est en 1810, elle écrit ce livre magnifique que je vous recommande, De l'Allemagne. Femmes philosophes, elles sont quand même rares, enfin elles sont très fréquentes, mais elles sont rares comme étant qualifiées de philosophes, donc c'est intéressant de le noter. Madame de Staël est en fait la première à souligner qu'en fait l'idée reçue, et bien avec l'idée reçue, on est du côté du pouvoir, ça bug, ça capte mal, oh là là mon Dieu, vous me faites peur, annuler, oui, bonsoir, on entend bien. Bon, alors voilà, ça bug. Oh là là, c'est mon portable qui bug. On va essayer. Ça bug. D'accord, tout le monde dit que ça bug. Expliquez-moi pourquoi ça bug. Oui, mais en fait, le problème, je vous explique, c'est que mon téléphone portable décide. Non, ça va très bien. Bon. Décide d'appuyer lui-même sur les boutons. Voilà, donc tout d'un coup, j'ai des boutons qui s'appuient. Voilà. N'importe quoi. Oh là là là. Excusez-nous de ces petits problèmes techniques. Pas chez moi. Bon. Moi, je vois tout d'un coup des menus qui s'ouvrent alors que je n'appuie sur aucun bouton. Donc, je comprends que ça puisse... De mon côté, tout fonctionne. Donc, je continue. Mode vidéo uniquement, balayer vers la gauche. Moi. Allez, je continue. On voit vos commentaires en tout cas, puisque j'ai l'ordinateur allumé, donc même si mon portable bug, j'ai vos commentaires. Donc Madame de Staël montre qu'en fait l'idée reçue appartient au domaine de l'institution du pouvoir. Et même, et ça va être évidemment, ça va culminer avec Flaubert, j'arrive là, et même de la morale bourgeoise, de la morale dominante, de l'institution dominante. Je cite Madame de Staël, on se soumet à certaines idées reçues non comme à des vérités, mais comme au pouvoir. Et c'est ainsi que la raison humaine s'habitue à la servitude dans le champ même de la littérature et de la philosophie. Donc l'idée reçue, c'est ce qui, parce qu'elle n'est pas interrogée, ce qui permet d'insinuer le mensonge et la soumission surtout, plus que le mensonge, c'est la soumission à l'autorité dans le domaine même de la philosophie. Et à mon sens, on a de grands animateurs de philosophie qui ne font que jouer avec les idées reçues, soit pour les prendre et dire qu'ils ne sont pas d'accord pour se distinguer socialement et montrer qu'ils sont très intelligents. Par exemple, prendre des opinions absolument racistes alors qu'il décrit une sorte de bien-pensance qui serait antiraciste, ou de poncifs sexistes alors que les idées reçues sont plutôt antisexistes. Donc voilà. Mais on a affaire à effectivement une forme de servitude ou de jeu avec la persuasion. Donc on arrive avec le 19e siècle à sortir complètement de cette notion que l'idée reçue c'est simplement un lieu commun.
L'idée reçue est une force qui est totalement liée au pouvoir politique et au pouvoir religieux. Et ça, c'est dès les années 20 où l'on a, une idée reçue qui est en fait la valeur des dominants, notamment de la société bourgeoise, avec une sorte de vague romantique qui monte dans les années 20, Stendhal, Balzac, George Sand, où finalement ces auteurs vont opposer la norme sociale et la valeur singulière de l'artiste. L'artiste, le génie, l'artiste, doit être dans sa subjectivité, sa subjectivité totalement originale, personnelle, et donc s'opposer à la norme sociale. L'artiste va être le héros qui va s'opposer à la norme sociale, et donc aux idées reçues. Dans une lettre de 1822, Balzac écrit à Madame de Berny: aimer, c'est être en contradiction perpétuelle avec les idées reçues et trouver un ciel affreux lorsque tout le monde le trouve sans nuages. Donc même quand le ciel est bleu, eh bien, être dans l'amour, être dans la passion, être dans l'individualité, être dans le côté artistique de la vie, bah, c'est pouvoir contredire les idées reçues, même quand les sens ne les contredisent pas. Et donc on a finalement au XIXe siècle une réprobation générale de cette notion d'idées reçues par les écrivains avec un hymne à la subjectivité individuelle. Et on en arrive à Flaubert. Vous connaissez tous son projet de dictionnaire des idées reçues, hein. On est en 1850. C'est le premier à utiliser la notion d'idée reçue au singulier. Il parle d'une idée reçue, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, pour qualifier en fait une opinion. Alors c'est des idées qui viennent du dehors, hein, les idées reçues pour Flaubert, c'est des idées qui ont un caractère impérieux, elles s'imposent, ce sont des règles, ce sont des prescriptions, des proscriptions, par exemple, être triste au cimetière, c'est obligatoire, c'est une idée reçue, il le dit dans une de ses lettres, il dit c'est la règle, être triste au cimetière c'est la règle, et donc c'est proche d'un préjugé en ce sens-là. C'est des normes sociales, c'est pas simplement des poncifs. L'idée reçue, finalement, Flaubert la valide comme étant du côté de l'institution, du pouvoir, des modes, hein, des modes. Les idées reçues sont les modes, des conventions sociales qui sont érigées comme des normes impétueuses et finalement des règles qui font la vie bourgeoise et la société bourgeoise. Et donc on voit bien qu'avec Flaubert, on a la synthèse des Lumières. L'idée reçue, c'est l'opposé de la raison, c'est l'opinion commune opposée à la raison. Et puis une synthèse avec le refus romantique de la norme commune et le génie artistique. Alors, ce qui est intéressant, c'est là où je vais te laisser la parole, excusez-moi un peu l'introduction un peu longue, mais nécessaire pour cadrer le débat. Ce qui est intéressant, c'est que chez Flaubert, l'idée reçue, eh ben, on ne peut pas en sortir. Alors, il est totalement pessimiste, hein, il n'est pas philosophe. Ce qu'il décide de faire, Flaubert, avec l'idée reçue, j'espère que ça ne bug pas trop, ce qu'il décide de faire, c'est d'écrire des livres où il va mettre en action les idées reçues. Voilà, et quoi de mieux d'ailleurs qu'un catalogue alphabétique des idées reçues, justement, parce qu'on ne peut pas en sortir. Et beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs, beaucoup de scientifiques nous expliquent ça, nous expliquent qu'il est très très difficile de sortir des idées reçues, voire quasiment impossible. Et donc Flaubert n'accompagne pas sa définition de l'idée reçue par une conviction positive. Hein, l'idée reçue, bah, il faut les combattre, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va essayer de voir comment combattre les idées reçues. Mais pour Flaubert, c'est vraiment absolument impossible. On ne sort pas des croyances, on ne sort pas des stéréotypes. Et puis on peut simplement les montrer et montrer quel pouvoir en place ils servent. Voilà. À toi à toi, et moi je lis les commentaires. Après cet aperçu historique, moi j'ai abordé tout ça d'un point de vue contemporain et j'ai surtout essayé de voir où circulaient les idées reçues. C'est ça qui m'intéressait, c'était de comprendre d'où venaient toutes ces idées qui étaient dans nos têtes et qui parfois limitaient nos champs d'action ou fermaient nos champs de possibles. Donc évidemment que c'est dans les discours qu'on les trouve, toutes ces idées reçues. Donc moi j'ai abordé les idées reçues sous cet angle-là, je me suis intéressée aux stéréotypes, donc le concept est très proche. Là aussi c'est Lippmann qui en a parlé en premier des stéréotypes, mais qui les a présentés de façon assez positive, donc années 1920, et il expliquait que les stéréotypes c'était au départ des cartes qui nous permettaient de nous orienter dans nos représentations sociales, donc c'était plutôt des points de repère. Et de là a dérivé le sens plus péjoratif d'idées qui sont arrêtées et qui nous obligent à adopter des scripts ou des scénarios qui sont préconstruits, préfabriqués, prépensés, et puis comme tu le disais avant, qui ne sont pas réinterrogés.
Donc il n'y a pas d'appropriation personnelle. Donc j'ai essayé de voir comment ça circulait dans les discours. Il y a aussi toute l'analyse des discours française qui s'est interrogée sur ces questions, avec la notion de préconstruit, avec pécheux, avec les notions d'idéologie évidemment, parce que c'est très proche de tout ça, donc de voir comment ça passe dans les discours. L'idée c'était de trouver des manières de résister à ces idées reçues. Donc vouloir supprimer les idées reçues, c'est évidemment pas possible. Vouloir les transformer, ce serait les remplacer par d'autres. Par contre, il y a des manières de se réapproprier créativement les idées qui nous façonnent. Donc c'était ça mon idée dans le travail sur les normes, c'était plutôt de trouver comment se réapproprier créativement, donc de façon individuelle ou singulière, d'une manière qui nous permette d'exprimer nos voix singulières, toutes ces normes. Donc de ne pas être dans l'utopie de vouloir supprimer toutes les idées qui circulent et qui faut que tu parles un peu plus fort, Stéphanie. D'accord. Voilà, porte ta voix jusqu'à... Donc l'idée, c'était vraiment de trouver comment se battre, comment résister à ces idées qui verrouillent nos imaginaires et qui verrouillent nos champs possibles, mais que tout ça passe par la langue. Donc mon idée, elle était là, c'était déjà d'observer le langage, d'observer les discours qui nous construisent, qui nous constituent autant qu'on les constitue. Donc déjà d'avoir une sorte d'attention, de renforcer nos systèmes immunitaires sémiologiques, donc d'avoir cette résistance aux mots, et de ne pas se laisser passiver ou de ne pas se laisser faire par tout ce discours qui nous entoure. Alors, ce que tu dis est intéressant parce que tu essaies de mettre de l'optimisme là-dedans dans un vrai combat. Concrètement, comment mettre de la créativité, je veux bien, mais comment la plupart d'entre nous, on a des vies fatigantes, on est surmenés, on a des informations en continu qui nous frappent et qui nous hypnotisent. On a des fake news maintenant. Le président Macron veut même faire une loi pour interdire les fake news avec une transparence sur les sources et puis avec des blocages possibles pour pas qu'elles influencent les prochaines élections européennes. Donc les fake news, c'est vraiment cette notion. Alors c'est pas des idées reçues, c'est des idées, c'est des mensonges. Mais quelque part, les fake news, si on les prend comme doués de vérité, comme dotés de vérité, deviennent, à force de matraquage, de propagande, avec des pulsions très fortes qui sont à chaque fois mises en chantier, deviennent les idées reçues peut-être de demain. Donc, j'ai l'impression que c'est un immense luxe que de pouvoir investir les idées reçues en termes créatifs, quand on voit exactement ce que sont nos vies. Oui, vas-y. Voilà, la créativité, c'est pas dans le sens de performance artistique, c'est pas ça. Moi, je pense que ce qui nous épuise, ce qui nous fatigue, ce qui fait qu'on a des vies trop remplies, c'est aussi ce gavage incessant. Ce fait qu'on ne fait pas fonctionner notre imaginaire, on ne fait pas fonctionner notre sens critique, mais qu'on ingurgite vraiment à longueur de journée des images, des mots, des mots-clés. Alors, j'ai pas mal travaillé sur les notions, sur les catégories d'hommes et de femmes, mais par exemple, tous les discours qui utilisent l'étiquette vraie femme. On en a dans la pub, on en a dans la littérature, on n'interroge pas. Mais si on interroge un tout petit peu, les vraies femmes ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours une intention commerciale derrière l'utilisation de ces étiquettes, ou une intention artistique, mais c'est pas plus fatigant de prendre l'étiquette, de s'arrêter, de se dire vraie femme, c'est quoi? Est-ce que je suis une vraie femme? Qui dit vraie femme? D'où parle, enfin, comment situer ce discours? Qui parle pour dire cette vraie femme? Que d'avaler simplement tous ces termes. Donc je pense que nos vies seraient moins épuisantes si on prenait le temps de s'arrêter sur les mots. Peut-être qu'à court terme, ça nous paraît plus fatigant de s'arrêter puis de prendre un tout petit peu plus de temps pour lire ce qui nous entoure, pour décoder. Mais lire, c'est aussi au sens large du terme, il y a du texte partout. Nos corps sont des textes, les affiches qu'on voit dans les rues sont des textes, les murs sont des textes, nos conversations, nos discussions sont des textes, mais on ne converse pas précisément. Donc je pense qu'au début, ça peut paraître plus fatigant de s'arrêter et de reprendre le temps de converser. Mais à moyen et long terme, je pense que là, on va se défatiguer et se désépuiser de ce gavage socioculturel. Oui, alors ça voudrait dire qu'il y ait un mouvement citoyen, d'analyse. À quelle occasion? Regarde par exemple sur Facebook, ce que l'on poste, c'est que des idées reçues la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est des mèmes qui se diffusent et qui sont vraiment totalement redondants. C'est-à-dire que ce qu'on poste aujourd'hui sur Facebook, ce sont les mêmes choses qu'il y a 10 ans, 5 ans. C'est-à-dire c'est une sorte de roue libre d'idées reçues en continu. Comment tu veux résister à ça? J'ai l'impression que c'est un vœu pieux. Alors, attendez, on attend vos réactions et vos questions. Hein. C'est un débat interactif. Donc, n'hésitez pas à écrire. Et puis, je lirai à haute voix. On lira avec Stéphanie à haute voix.
vos questions, vos remarques, on prend tout. Hein. Donc participez, plongez, montrez-nous que Stéphanie n'est pas dans l'utopie, qu'il y a des gens qui sont capables de se dire oui, on va s'investir créativement pour lutter contre les idées reçues. Mais pour l'instant, ils écrivent très peu, tu remarqueras. Donc, ils sont plus consommateurs d'une parole professorale qu'acteurs d'un débat. Donc, voilà. Ça donne raison à Flaubert. Voilà. Alors, vas-y. Non, il faut qu'ils me donnent raison à moi, montrer qu'ils peuvent créer aussi. Mais je pense que tous ces supports ont peut-être des effets pervers, mais après, c'est des supports qui font circuler aussi de l'esprit critique. Donc oui, effectivement, ce qui circule, c'est des idées reçues, mais après, elles sont de plus en plus commentées. Alors, bien sûr, il y a des formes de violence, mais on discutait avant de ce hashtag « balance ton porc ». Si ce hashtag-là circule, c'est que les gens s'énervent, c'est que les gens ont des colères et qu'ils sont plus d'accord de se taire. Donc ça fait aussi circuler des voix qui avant n'avaient pas d'espace pour s'exprimer. Donc je pense que ça vient progressivement. Il y a aussi des réflexions sur les éléments de langage. Même le mot élément de langage est rentré dans le dictionnaire. Donc on a une discussion sur ce qu'on a appelé pendant longtemps la langue de bois politique. On interroge de plus en plus ces discours. On les interroge peut-être pas assez profondément, mais les voix circulent, les paroles circulent. Donc je pense pas qu'on est dans l'utopie. Alors, il y a des questions. Cécile qui dit « Bonsoir, pourquoi les images et les discours autour sont-ils si lisses ?» Les discours autour sont-ils si lisses? Elsa qui dit « Les images n'ont-elles pas remplacé les mots? Et de ce fait, quid des idées reçues ?» Parce qu'il y aurait des images reçues. Christine, genre, l'amour s'est regardé ensemble dans la même direction, c'est Saint-Exupéry, bien propre, quoi. Alors là, c'est plutôt cette fameuse bien-pensance qui a été abondamment critiquée par tout ce qui est réactionnaire aujourd'hui, mais les réactionnaires médiatiques. Alexandra, un exemple de roue libre Facebook, s'il vous plaît. Oh, je vais répondre tout de suite. C'est tout le jargon motivationnaliste. Ils n'y croyaient pas et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Oui, ça bug, mais en fait ça marche. Donc on continue, on regarde là, mais il faut regarder là pour la... Voilà. Donc c'est tout ce jargon qui consiste à relayer des formules d'espoir et d'optimisme désuet sans implication politique. Repolitiser les discours, j'ai l'impression que Facebook c'est exactement l'inverse. À moins d'être déjà convaincu et de faire partie d'un groupe de réflexion hyper politisé, en général, il y a plutôt une dépolitisation des discours, et j'avancerais même cette idée que la dépolitisation des discours vient d'une psychologisation des discours. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la psychologie, malgré ses prétentions à verser dans la politique, dans les années 70, avec Marcuse et d'autres, j'ai l'impression que la psychologie a totalement dépolitisé notre vision du monde et notre vision des interactions sociales. Et donc du coup sur Facebook on a notamment des conseils psychologiques sur l'espoir, sur les gens qui nous trahissent, sur la vie, sur le bonheur, sur le bien-être, sur l'optimisme, sur y croire. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est plutôt des sortes d'idées reçues psychologisantes. Est-ce qu'elles valent moins ou est-ce qu'elles sont pires que des idées reçues politiques? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire. Alors attendez, on continue de lire un peu. Philippe qui dit « La question, fédérer l'isolement, sortir du cadre pour créer le nôtre, celui de l'avenir, de quelque chose à venir que nous décidons de faire, car nous sommes maintenant dans le nombre, dans l'âge du faire. » Belle réflexion de Philippe, tu retiens, tu parles juste après, on va tout lire et puis après on répond. Pour sentir un peu où vous en êtes du débat et puis pour faire débat avec vous. Hein. Cécile qui dit « La politique n'a pas le monopole de la langue de bois. Les éléments de langage, dont tu parlais Stéphanie, passent dans le langage commun. Pourquoi cet appauvrissement de la langue ?» Et Gracia qui dit « Sortir de ces automatismes d'idées reçues, c'est aussi accepter d'être isolé, avoir le courage parfois de remettre en question aussi la bien-pensance. » Je te laisse répondre et je réponds... il y a vraiment beaucoup d'éléments, mais l'idée de créer un cadre commun, ça c'est vraiment cette idée de conversation sociale. En tout cas, on a des espaces pour pouvoir le faire. Il y a des volontés qui s'érigent pour dire qu'elles ont envie de faire ça. J'ai été sensible à une remarque sur le corps qui aurait remplacé les mots, les images qui auraient remplacé les mots. Donc est-ce qu'on peut toujours parler d'idées reçues? Moi je pense que oui, les idées reçues c'est dans le texte, mais le texte est à la fois des mots et de l'image, donc ça fonctionne de la même manière, avec des préconstruits aussi sociaux, culturels, historiques, politiques. Donc on peut lire nos corps. Enfin, c'est intéressant de s'intéresser par exemple à l'image des corps aujourd'hui. Nos corps sont gavés aussi d'idées reçues. Donc ce sont des scripts qu'on adopte. Comment être une vraie femme aujourd'hui, comment être un vrai homme, comment adopter des postures, des manières de parler, des manières de plaire, de manières de rentrer dans des cases aussi.
Donc la question de la catégorisation, elle est proche aussi, mais elle se manifeste à la fois par le texte, par l'image et par les corps. Donc l'idée reçue, elle traverse toutes ces matérialités ou toutes ces formes de textualisation. Alors, pour répondre aussi à ma façon, j'ai fait une expérience sur Facebook il y a quelques jours. Tu as d'ailleurs participé dans les commentaires. J'ai posté la photo de cette publicité Manix pour les préservatifs, où on voit une femme blanche plutôt dominatrice qui est censée être avec son compagnon noir de peau et qui lui fait une caresse comme un toutou, de loin, comme ça, avec la main comme ça, et sans trop sourire, il y a peu de tendresse. Et le slogan, c'était Oser la proximité. Proximité pour la qualité du préservatif en question. Moi, j'y voyais vraiment quelque chose d'excessivement raciste dans la mise en place d'une supériorité, car ça nous renvoie aux photos de trophées de chasse. J'ai d'ailleurs posté en commentaire, parce que voilà, les trophées de chasse où on pose avec le lion qui est mort et on est là tout fier derrière. C'est vraiment le même type de photo. Ça touche forcément à ces schémas-là. C'est une publicité, donc il y a énormément d'intelligence en termes de, je dirais, de réflexion et de validation. C'est pas un acte artistique, c'est pas quelqu'un qui aurait envie d'exprimer quelque chose. C'est un projet qui vise une diffusion, qui vise à être efficace dans le message. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de gens autour de la table qui ont décidé que c'était vraiment une bonne pub qui touchait son objectif. Voilà, moi j'y vois vraiment une sorte de racisme, et je pense d'ailleurs qu'ils ont joué avec des codes complètement ambigus pour provoquer l'intérêt déjà, pour provoquer le débat, parce qu'aujourd'hui même quand on parle en mal, ça fait toujours la pub. Je pense qu'ils ont adopté ça pour faire débat. Alors j'ai posté ça assez naïvement avec un petit commentaire, et j'ai eu une violence dans les réactions comme rarement j'ai eu sur mon Facebook. J'ai jamais, pourtant j'ai des positions plutôt tranchées, mais alors là, cette pub, j'ai plein de blancs de peau, qui me sont tombés dessus en disant vous voyez le mal partout, et puis alors d'une violence, encore une fois on peut voir le mal partout, mais la violence des propos justement était énorme. Comment toi tu analyses ça en termes justement d'idées reçues et de discours politique que je mettais là, puisque je disais que c'était du racisme, et qui a été totalement rejeté par une majorité. Après j'ai quand même été voir des blogs par des noirs, je mets toujours des guillemets quand je parle de couleur de peau, et là en fait ils sont pas contents non plus, ils voient du racisme aussi, donc ça m'a un peu calmé, mais c'est vrai que c'était violent et presque délirant dans la violence. Comment tu vois ça? Ben, cette pub, moi je l'ai découverte à Paris, dans les métros parisiens, et puis elle m'a troublée parce qu'en première lecture, j'ai eu exactement la même lecture que toi, j'étais choquée, je me suis dit on allait chercher vraiment des stéréotypes éculés, avec en plus tous les stéréotypes attachés à la sexualité performés par des noirs. Il y avait effectivement cette posture un peu étrange de la femme qui avait la main sur l'homme avec une idée de domination. Et puis mon premier mouvement a été de faire comme toi, de dénoncer cette image, sachant aussi pertinemment qu'il y avait tout ce travail commercial derrière et qu'il y avait une vraie réflexion. Donc c'est pas un message lancé à la sauvette. Parfois sur Facebook on peut avoir des commentaires qui sont moins réfléchis qu'un discours publicitaire posé sur un mur en affiche. Et puis dans une deuxième lecture, j'ai essayé d'interroger mes propres idées reçues et mes propres grilles de lecture. Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, de savoir quand on dit repolitiser les discours, c'est aussi de situer son propre discours, de savoir d'où l'on parle, de quelle catégorie socioculturelle, de quelle couleur de peau, de quelle situation même géographique. Et puis je me suis demandé si c'est pas moi qui plaquais une grille de lecture erronée ou réductrice sur cette publicité. Donc j'ai pas voulu tout de suite rester dans le mouvement de dénonciation, mais je me suis demandé si c'est pas moi qui était riche ou dense ou pauvre, à l'inverse de tous ces stéréotypes, et que je ne voyais pas le mal effectivement sur cette affiche. Donc il m'a fallu un moment m'arrêter et puis essayer de décoder chacun des signes. Donc j'en suis arrivée à l'idée que commercialement c'était un gros coup parce que ça allait faire scandale, et puis qu'il y avait des stéréotypes qui étaient assez scandaleusement exploités. Mais il m'a fallu ce moment de recul en me disant je n'arrive pas à lire cette pub comme si j'avais deux personnes de même couleur sur cette affiche. Donc ça veut dire que toute ma grille de lecture est conditionnée par des stéréotypes que j'ai ingurgités et puis que j'essaye de faire travailler ou de rendre différents. Mais après je me suis posé une autre question. Je m'étais posée à l'époque où j'ai écrit ma thèse sur les hommes et les femmes dans la pub, comment faire pour que la publicité ne soit plus sexiste ? Et là, je me suis dit, comment refaire cette affiche, puisqu'il faut être dans le concret aussi, parce qu'on peut dénoncer, critiquer, mais comment faire une affiche qui contourne ces stéréotypes-là. Et j'ai pas trouvé de solution. J'en ai pas trouvé parce que ne pas représenter de diversité culturelle ou de couleur de peau,
c'est une forme de stigmatisation ou d'invisibilisation. Les représenter, c'est délicat parce qu'on tombe très vite dans les stéréotypes au vu des grilles de lecture. Donc je ne sais pas, ça c'est une vraie question, comment rendre ce discours-là hybride, mais égalitaire, et que ce discours puisse contourner ces formes de stigmatisation. Alors, elle existe cette pub. Elle existe. C'est la pub Ikea, le spot télévisé. Alors, je ne fais pas du tout de la pub pour Ikea, mais elle existe. C'est un spot, je te raconte l'histoire, et tous les internautes qui nous suivent pourront regarder sur YouTube, je pense qu'elle doit exister. Je ne sais plus trop le contexte, mais à un moment, une femme blanche invite son voisin de palier qui est noir. Mais il se trouve qu'il est noir et il pourrait très bien être blanc. Il pourrait vraiment très bien être blanc. Elle l'invite à aller, à passer un peu plus de temps, elle l'invite chez elle. Voilà, donc je ne sais plus, je ne me rappelle plus de l'histoire, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, tiens, là oui à la diversité, parce qu'en fait, c'est effectivement interchangeable. Et c'est pas oser la proximité avec une bestialisation de l'homme noir, une hypersexualisation des représentations de l'homme noir, etc. Et donc elle existe, et on va aller vers ça, tu as raison, j'aime bien cette notion d'hybridation. Moi j'y vois vraiment une solution au stéréotype. Je ne sais plus quel auteur disait, il faut s'efforcer à changer toujours de point de vue. Voilà. Je crois que c'est l'écrivaine qui a écrit Le Cercle des poètes disparus, pas le film, mais le livre, le roman. Voilà, s'efforcer à toujours changer de point de vue. Et ben, je pense que c'est cet effort-là. Il faudrait essayer de faire de cet effort une gourmandise. Par exemple, essayer de rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer des gens demain, manger avec eux, les voir, les côtoyer, sans rien projeter sur eux. Même s'ils ont une tête qui ne vous revient pas, même s'ils ont une tête qui vous revient, ce qui est aussi susceptible de créer des stéréotypes et de les activer, ne rien projeter sur eux, leur voix, essayez de les découvrir comme si c'était une page vierge et accepter cette passion de la curiosité dont Einstein, je vais en parler tout à l'heure d'Einstein parce que c'est vraiment le philosophe de l'anti-stéréotype, Einstein. En plus d'être un grand homme de science, il montre dans tout ce qu'il raconte philosophiquement, et je l'ai lu avec intérêt, comment les stéréotypes, je crois même qu'il dit une phrase du style aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il est plus difficile de briser des stéréotypes que de briser un atome, ou de briser des atomes. Il y a une phrase comme ça d'Einstein qui montre bien à la fois que c'est extrêmement dur, et à la fois ça passe... Alors moi je dirais pas par de la créativité, je comprends ton hymne à la création, moi j'y vois une forme de spontanéisme, et j'y vois une forme de romantisme aussi. Finalement tu es très 19e siècle quand tu en appelles à la créativité, sauf que toi, je te critique un peu pour qu'il y ait débat, c'est pas une critique d'ailleurs, c'est un constat de ton œuvre, et elle est tout à fait valable, mais j'ai l'impression que toi tu démocratises la créativité, c'est-à-dire que ce qui était réservé en 1820 aux écrivains, et ben aujourd'hui tu dis tout le monde doit pouvoir s'en mêler, chérissons-nous, etc. Moi j'ai l'impression que c'est pas du côté de la créativité, et j'aimerais bien que ça soit du côté de la créativité, mais j'ai l'impression que c'est du côté de, comment dire, de la curiosité. Alors peut-être que pour toi c'est un synonyme, de la curiosité de voir comment on réagirait avec des gens sans projeter les stéréotypes, et de pouvoir accepter et vouloir être surpris par l'autre, indépendamment des étiquettes qu'on lui collerait. Tu vas répondre, mais je vais prendre quelques commentaires quand même, parce que c'est le but de notre live. Alors, il y a beaucoup de commentaires, vous êtes super actifs. Alors, ça bug complètement mon smartphone, donc c'est très déstabilisant. C'est pour ça que Stéphanie a du mal à regarder la caméra, parce qu'on voit plein de choses s'afficher. Mais on voit sur l'ordinateur que ça fonctionne. Alors, on en était où ? Changeons, parlons de nos actes. Philippe, créer un cadre dans l'idée de la transgression. Se réapproprier les mots avec lesquels nous pensons. Ça rejoint vraiment ton idée. Oui. Elsa, l'espoir de Malraux, engagement politique. L'espoir sur Facebook n'est pas forcément une psychologisation, dit-elle. Elle fait une objection à ce que je disais. Anaïs, ah, c'est vous la critique de la publicité Manix, c'était super intéressant, merci. Merci Anaïs. Christine, si chacun en avait simplement rien à foutre du regard des autres, vivait suivant ses envies et ses critères propres, on se prendrait pas autant la tête, lol, mais faut pas avoir peur de se retrouver seul. Donc voilà, la peur de la solitude comme étant ce qui finalement nous inciterait à avoir des idées reçues, c'est-à-dire des idées communes pour le coup. Philippe, nous pensons avec les mots, changeons de mots, nous changerons de pensée. Ça concerne un linguiste avec une hypothèse, Sapir-Whorf, qui est pas forcément ce qu'on pense aujourd'hui du langage. Est-ce qu'on pense avec des mots ou pas? Tu peux nous en dire un mot? Parce que ça rejoint vraiment la linguistique, pour le coup, c'est intéressant. Anaïs,
Ne pas prendre les commentaires comme études statistiques des opinions facebookiennes. J'ai l'impression que les personnes qui ne sont pas d'accord avec un post sont souvent plus actives que les autres. Très intéressant. Philippe, rentrons dans nos zones d'inconfort pour créer nos mots d'avenir qui nous relient. Lydie, n'y a-t-il pas une forme d'autocensure permanente pour pouvoir être dans le commun? Très intéressant. On se freinerait soi-même pour entrer dans la normalité. Lydie, voilà. Philippe qui est inspiré ce soir. La pensée unique tue le point de vue. L'on nous intime à ne plus voir, détournement du point de vue. Anaïs, mais est-il vraiment possible d'appréhender une personne sans avoir aucun préjugé à son égard? L'intelligence n'est-elle pas d'accepter nos préjugés et idées reçues afin d'être capable de les dépasser? Très intéressant, Anaïs. Et Cécile, oui, Einstein disait qu'il est plus facile de casser un atome qu'un préjugé. Déjà à son époque, on est dans les années 50, j'imagine. Qu'est-ce que tu dis à tout ça? Déjà, la première chose, c'est la curiosité que tu évoquais tout à l'heure, mais elle est fondamentale pour partir dans tous les processus de réaction. La curiosité, c'est la volonté d'être en lien avec l'autre, simplement. Et c'est surtout de sortir des évidences. Je pense que c'est ça, surtout, la paresse qui nous pousse à être des zones, pas forcément dans des zones de confort. Moi, j'aime pas l'idée de zone de confort, parce que tout le monde ne se sent pas vraiment confortable dans les espaces qu'il occupe, mais une zone de complaisance, en tout cas. On est en dessous de nos capacités d'action ou de réaction. Mais c'est par paresse, par peur aussi de la déstabilisation. Moi, j'aime bien le verbe déstabiliser aussi. Donc je pense que la curiosité, elle est là comme arme contre les évidences. Et les évidences sont la base de ce qui nous empêche de réagir. Alors après, il y a beaucoup de réactions ici, mais tu parlais de démocratisation aussi. Je pense que les réseaux sociaux permettent ça. Alors oui, certes, ceux qui sont en désaccord réagissent plus que ceux qui sont en accord, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont en accord n'ont pas aussi des choses qui sont déstabilisées et sans forcément le manifester. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'exprimer ou de textualiser sa voix sur les réseaux pour pouvoir avoir ressenti quelque chose qui bouge. Sur cette notion linguistique de la pensée et de on pense comme on parle, les mots, la pensée. Ça c'est la grande question de ce qu'on peut mettre d'abord. Est-ce que la langue est fille ou mère de la pensée? Alors on peut citer Krauss qui considère que vraiment la langue est mère de la pensée et que c'est au travers du langage qu'on construit les visions du monde et qu'on construit le monde. Donc là, on en est plutôt à penser qu'il y a une codépendance des deux et qu'on ne peut pas les dissocier. Donc c'est comme le signe, il y aurait une indissociabilité ou comme la feuille de papier, on ne peut pas couper le recto et le verso. Donc pensée et langage seraient intrinsèquement liés. Mais ce qui est certain, c'est qu'au travers des catégories, on pense le monde, on filtre le monde, on situe le monde. Et ça, c'est Preciado, par exemple, mais qui parle de la nécessité d'un désaveu catégoriel, d'aller casser les catégories, d'aller casser ces atomes pour pouvoir repenser en dehors des cases et pour pouvoir laisser de la place à cet hybride. Casser les catégories, ça veut dire, effectivement, et je rejoins plein de commentaires, ne pas avoir peur d'être seul, ne pas avoir peur d'être artiste de sa vie, avoir ce luxe-là aujourd'hui. Casser les catégories, comment dire, j'ai l'impression que c'est déjà une idée reçue. J'ai l'impression que c'est une idée reçue de croire qu'on va sortir des idées reçues en allant se torturer soi-même, à remettre en question le langage tout seul. J'ai l'impression que c'est totalement impossible. Je suis assez flaubertien en ce sens-là. Moi, j'avais proposé un petit exercice à la fin du bouquin sur la normalité. J'ai juste proposé aux gens, à la fin, pour avoir un petit quelque chose d'actif, de supprimer le mot normal de notre bouche. Et moi, je me suis rendu compte, je me suis auto-examinée, que j'utilisais normal tout le temps, mais c'est pas normal, c'est normal que, il n'est pas normal. Et j'ai fait cet exercice de chaque fois enlever le mot normal et de le remplacer par un autre mot. Et ça m'a permis de révéler énormément de grilles de lecture. Parce que parfois, normal, c'était qui ne correspond pas à la loi, parfois c'était qui ne correspond pas à mon humeur, parfois c'était qui ne correspond pas à un code esthétique. Et je me suis rendu compte que à chaque fois, j'avais une grille de lecture qui venait verrouiller mon appréhension de quelqu'un. Que je jugeais une situation en fonction de grilles qui me viennent soit de mon éducation, soit peut-être de ce que j'ai pu voir dans mon cercle parental, soit de mon cercle d'amis. Et juste tout petit exercice d'enlever le mot normal et de le remplacer par un autre mot, ça rendait la grille transparente et ça m'a permis d'enlever certaines idées reçues déjà. Donc je pense qu'il y a des petits exercices pratiques comme ça. C'est intéressant. Alors moi je vais te proposer un exercice qui est aussi simple en théorie mais aussi beaucoup plus difficile en pratique. J'ai l'impression que l'idée reçue c'est le verbe être.
Et j'ai l'impression qu'il faudrait arrêter de dire le verbe être. Il est, je suis, tu es. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met le verbe être, on est déjà dans la catégorisation qui ne s'interroge pas. C'est-à-dire une catégorisation qui n'entre pas en jeu avec elle-même. Un philosophe que je découvre en ce moment, qui est un philosophe de la moitié du XXe siècle, qui s'appelle Jean Lacroix, qui n'est pas connu. Jean Lacroix a une très belle définition de l'intelligence. Il dit « L'intelligence, ce n'est pas simplement expliquer le monde, c'est s'expliquer avec lui ». Il y a l'idée de bataille. Il y a l'idée d'entrer en conflit, en bataille avec le monde. Être intelligent, c'est pas simplement le dictionnaire, la définition, mais c'est pouvoir confronter l'idée. Et donc, mais Platon et les philosophes de l'Antiquité montraient bien qu'il y avait des conflits intérieurs et que la philosophie pouvait naître de ça, de se faire soi-même l'avocat du diable. Si on enlève le verbe être, et si on doit le remplacer par du devenir, par du transformer, par du changer, par du peut-être, par du probable, par du possible, par de l'imaginaire, si on enlève le verbe être, forcément on est dans quelque chose de fluent, on est dans un flux du devenir, et c'est extrêmement difficile de parler de quelqu'un sans dire « il est », mettant des guillemets dès qu'on le caractérise. Le problème, c'est que le langage risque de perdre sa force. Parce que le verbe être, c'est quelque chose qui frappe émotionnellement, qui frappe en termes d'affect, qui frappe en termes d'image poétique. Si vous enlevez le verbe être, on est dans quelque chose qui s'écoule, qui devient, et on perd une puissance d'impact. Alors peut-être que la solution, selon moi en tout cas, ce serait de garder le verbe être, mais de ne jamais y croire. C'est ce que j'appelle y croire, s'y croire sans y croire. Comme les enfants qui jouent dans une cour de récréation et qu'ils s'y croient, c'est-à-dire je suis le cow-boy, je suis l'Indien, mais ils n'y croient pas, ils n'y adhèrent pas vraiment. Je m'y crois dans un jeu de représentation carnavalesque, dans une comédie humaine, je m'y crois, c'est-à-dire que je me donne à fond, avec passion, dans l'objet de ma désignation, je peux désigner quelqu'un avec un bon verbe être et lui mettre une vraie étiquette, mais cette étiquette, j'ai gardé un rapport ludique avec elle et je n'y crois pas. Je m'y crois sans y croire. Et s'y croire sans y croire, c'est finalement amener du jeu JEU. Et peut-être que, enfin c'est l'idée que dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, entrez en dialogue avec nous, et on va lire vos commentaires, mais j'ai l'impression que finalement, l'idée reçue, c'est l'idée qui arrête de jouer. C'est l'idée qui ne joue plus. C'est l'esprit de sérieux dont parlait Pascal. C'est vraiment l'idée qui se prend tellement au sérieux, qui se la pète, on pourrait le dire dans un langage trivial, qu'elle adhère à elle-même sans pouvoir désadhérer d'elle-même, c'est-à-dire se décoller d'elle-même. Et donc c'est finalement une attitude plutôt que des jeux d'esprit, ou plutôt que, je dirais, tout casser, comme dit Preciado, brisons les catégories, etc., qui reste violent et qui reste finalement luxueux du point de vue de la vie qu'on mène, c'est apporter un regard riant, rieur et critique par le rire sur le monde. Ce que Socrate faisait très bien avec la notion d'ironie. Socrate, il utilise le verbe être, mais il a l'œil qui frise. Et dès que l'œil cesse de friser, alors on adhère à des catégories, à des idées reçues. Ouais. Tu as des choses à répondre ou on prend quelques commentaires et tu réponds après ? Ok, on y va. C'est parti, mes amis. Alors, je continue. Alors, il y en a qui se demandent c'est quoi le sujet, c'est noté en description de la vidéo. Alexandra, être un immigré au pays de l'autre, Toby Nathan, voilà une citation, être un immigré au pays de l'autre, c'est très joli. Depuis mes études en psycho, dit Alexandra, je ne suis pas psy, précise-t-elle, je n'utilise plus le mot normal que je trouve flippant. Je m'amusais en disant que normal n'est qu'un programme de machine à laver. Voilà, donc ça n'existe pas, ce n'est qu'un programme de machine à laver. Christine, c'est pour ça que l'espagnol distingue ser et estar. Deux façons d'être, une figée, ser, le verbe être, et l'autre de l'instant, donc en mouvement. Très belle distinction. Je suis d'accord avec vous, Gige. Frédéric, je m'y crois, du jeu et de l'humilité. Oh oui, merci, j'aime. Merci, Frédéric. Philippe, la norme correspond au pouvoir. Nous cherchons la puissance, celle qui augmente, c'est assez spinoziste, celle qui augmente quand on la partage. Le pouvoir doit être déstabilisé par définition pour retrouver un nouvel équilibre partageable par le nombre. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Que cette idée du jeu est fondamentale, enfin du non-figement. Et puis ton exemple des enfants qui s'amusent et qui savent bien que c'est pas pour de vrai, mais quand même, d'ailleurs, ils ont une très jolie stratégie linguistique. Ils disent pas on décide que je suis cow-boy, par exemple, ils disent j'étais cow-boy. Ils mettent de l'imparfait. Ouais. Mais ça se fiche pas, ils le font spontanément et c'est quelque chose qu'on observe chez des enfants petits.
chez les francophones en tout cas, ça se met à l'imparfait. Donc il y a une forme ou au conditionnel. Ou au conditionnel. On dirait que j'étais. Une forme d'irréalité. Ouais, et pourtant, ils sont dans le jeu, ils sont jamais autant dans le présent et dans l'action et dans le faire que dans cette irréalité-là. Donc c'est certainement une des solutions, effectivement. Donc supprimer le verbe être, c'est pas tellement possible, mais avoir ce recul réflexif, je pense que la réflexivité, c'est capital aussi. C'est une autre manière de dire qu'on doit avoir un point de vue, qu'on doit se regarder. Et puis se regarder, je suis d'accord avec l'humour, l'ironie, pas forcément le cynisme, mais la tendresse aussi. Ça peut paraître absurde de vouloir mettre de la tendresse ou de l'amour dans toutes ces démarches, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de fondamental autour de ça. Et d'avoir de la tendresse aussi pour les vulnérabilités qui peuvent apparaître quand on déstabilise nos évidences. Parce que c'est certainement ça qui fait peur aussi, si on veut des évidences, si on veut de la parole politique ferme et forte, et que parfois on se laisse aller dans les travers du pouvoir, c'est parce qu'on a peur d'être déstabilisé. Et on a peur de laisser transparaître ou apparaître, on a peur de confier à l'autre ses vulnérabilités. Alors que si on amène un peu de tendresse aussi dans ces démarches, on aura peut-être plus de facilité à confier ses vulnérabilités. Là aussi, j'ai envie de te dire que la tendresse, c'est un luxe, parce que rien que le travail en entreprise, tu vas t'amener à vouloir mettre de la tendresse dans un monde qui te presse, qui t'oppresse, parfois, enfin souvent. Mettre de la tendresse dans des mondes concurrentiels, mettre de la tendresse quand les gens sont affairés, surmenés, mettre de la tendresse, c'est un luxe énorme, c'est un luxe de vie intellectuelle, de vie 1820 quand on s'appelle Balzac et qu'on s'appelle Flaubert, mais en fait, est-ce que c'est réellement possible? Et je dirais, c'est vrai qu'il y a des grands articles maintenant en psychologie, notamment anglo-saxons, qui disent que la gentillesse n'est plus à la mode, c'est un scandale, il faut revenir à la gentillesse, etc. Mais j'ai l'impression que la tendresse, quand tu vois les exactions du sexisme et du racisme, c'est presque une provocation. Je ne sais pas si on te fait la remarque, mais on a presque l'impression que tu provoques quand tu dis on va pas faire des bisous aux racistes ou aux sexistes, tu vois, balance ton porc était efficace justement parce que ça arrêtait d'être tendre et d'être dans une sorte de compromis. Alors je comprends le discours, la vulnérabilité, la tendresse, mais l'hospitalité à la Edmond Jabès et d'autres, mais ça reste quand même complètement, je trouve, anachronique par rapport à ce monde de brutes où c'est la loi du plus fort qui se répand dans toutes les strates de la société. Bah oui, évidemment que c'est une provocation, mais là aussi c'est une provocation qui essaye d'aller dans l'acceptation du désaccord et vers une forme de dialogue social. Donc c'est pas une provocation peace and love, utopiste. Excuse-moi, je te coupe parce que tu dis dialogue social, c'est le mot utilisé par le patronat aujourd'hui, qui est un enfumage complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue social. Non, c'est pas dans ce sens-là que je l'utilise. Mais tu vois, mais c'est intéressant, tu utilises un mot qui a été récupéré, dialogue social, au lieu de dire finalement des choses beaucoup plus violentes. Ou simplement conversation. Donc moi, ce serait plutôt un idéal de conversation. Mais je pense qu'en mettant un peu de tendresse, en se préoccupant de soi et en réfléchissant à sa propre place dans la société, alors certes, on ne parle pas tous des mêmes zones de confort, et les privilèges sont différents, donc il n'y a pas à nier ces zones plus ou moins confortables. Mais je pense qu'en réfléchissant à sa propre place, on peut prendre davantage en considération aussi les places des gens qui nous entourent. Et ça peut paraître un discours utopiste, mais je pense qu'on peut chacun commencer dans sa propre zone à faire bouger des choses. Mais après, toutes les réflexions doivent s'allier. Je pense qu'il y a des réflexions à avoir au niveau individuel. Après, il y a des réflexions à avoir au niveau des groupes, au niveau des communautés, au niveau politique. Mais une mesure ne va pas contre l'autre. Je pense que c'est plutôt des alliances de mesures qu'il faut avoir. Donc la provocation de mettre de la tendresse, elle vaut peut-être au niveau individuel, mais je pense qu'elle permet de renforcer ses résistances pour aller vers des conversations sociales et politiques également. Très intéressant. On a Cécile qui nous dit: n'y a-t-il pas plus sérieux que quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux? Je me suis fait ces réflexions, dit Lydie, mais on ne sait plus laquelle. Ah oui, elle parle entre. Le jeu social, JEU, n'est-il pas réservé qu'à une certaine élite? C'est ce que je critiquais. L'ironie est souvent incomprise, elle est même parfois interdite. Et Philippe, la promesse de voyage, c'est l'autre. Ce nouveau jeu JE, non concurrentiel, convoque alors la tendresse. Et Philippe qui rajoute: il n'y a plus d'échec scolaire, il y a de la réussite différée. Voilà encore un bel exemple de détournement des mots, donc de la pensée et de l'idée. Ce détournement devient idéologique. Et David qui dit: dans son manque à être, on finit par se faire avoir. Est-ce qu'on ne peut pas inverser les choses en disant que finalement balancer ses préjugés, tu as choisi d'ailleurs cette formule violente, et pas tendre, oui.
balançons, alors le on, balançons nos préjugés fait qu'il y a une tendresse quand même dans l'idée de collectif. On pourrait se dire que c'est peut-être en se faisant violence à soi-même et que c'est plutôt par une forme de non-compromission avec les injustices, mais non-compromission active, militante et violente. Je décide de ne pas être dans le camp des oppresseurs. Je décide de savoir où est le bien, où est le mal, et de ne pas être dans ce flou indifférencié, parce que à trop vouloir mettre de la tendresse et vanter l'hybridation, on a une disparition aussi des repères moraux. Or, aujourd'hui, et notamment la jeunesse qui arrive là, complètement mondialisée dans sa tête et pornographiée dans ses instincts et complètement fake newsée dans ce qu'elle reçoit du monde, même si je vante les mérites de cette jeunesse avec l'intelligence connective, la capacité à être optimiste, à rebondir, etc., on a quand même cette idée d'une vraie difficulté, d'un vrai enjeu de au nom de quoi je remettrai en question mes idées reçues, puisqu'elles me permettent de m'insérer dans des groupes, puisqu'elles me permettent d'avoir une identité sociale, puisqu'elles me permettent de batailler pour mon bout de gras. Au nom de quoi la tendresse ou l'hybridation ou accepter l'autre dans la curiosité ou le voyage en l'autre, comme disait Philippe, au nom de quoi ça en vaut la peine? Et c'est une question légitime, non? Bien sûr, mais je pense que la jeunesse, c'est là que tout se joue, même l'enfance. Mais après, on peut pas proposer d'autres idées reçues. Je pense que ce qu'il faut arriver à trouver, c'est comment fabriquer des outils de conquête propres de ces valeurs. Enfin, comment vraiment armer, enfin ça c'est aussi un terme assez violent, mais c'est vrai que j'ai aussi choisi balancer, mais comment armer les enfants, comment leur donner non pas des choses déjà pensées, mais comment leur donner des outils de pensée propres. Donc c'est plutôt ça. Dans les écoles, moi je suis souvent assez affligée par ce que je vois, parce que certes on essaie de transmettre des valeurs, mais on ne transmet pas les grilles qui permettent de comprendre ces valeurs. Parce que si on adopte une valeur, c'est qu'elle... Enfin, il y a presque une métaphore économique derrière, mais il faut que ça nous rapporte quelque chose, ou qu'on puisse voir le sens que l'on peut donner. Donc c'est surtout ça, je pense qu'il faut apprendre aux enfants et aux jeunes à essayer de calculer le bénéfice qu'ils peuvent avoir à adopter des valeurs qui les poussent vers du créatif plutôt que du destructeur. Donc les sortir de leurs instincts pornographiques, puisque tu citais ça par exemple, mais d'essayer de leur montrer comment voir ce que peut leur rapporter un changement d'attitude et une sortie de forme de violence. Je continue de lire vos commentaires, mes amis. N'hésitez pas à nous inonder de commentaires intelligents. Ils sont tous pertinents. T'as remarqué, on a un public extraordinaire là, franchement. Philippe, il n'y a pas... Christine, être totalement vrai, par exemple, comme le clame Alexandre Jardin dans son dernier roman sur sa mère, c'est magnifique. Mais est-ce accessible à tous ? L'intellectuel aisé n'a-t-il pas plus de facilité à cela parce qu'il est dégagé de certains soucis que l'employé ou l'ouvrier de base dont la vie est presque bouffée par les petites contingences se contente seulement de survivre. Et alors ça c'est vraiment embêtant, ce portable qui délire. On a aussi un commentaire de Flamme s'évade. La passion et l'audace de rester dans un questionnement sans cesse en mouvement, sans se laisser piéger par l'apparent confort des réponses figées. C'est vraiment fatigant, excusez-moi, ce portable. Je crois aussi que dans ce qu'il y a comme idées reçues et préjugés, il n'y a pas que du psychologique ou de l'analyse, je dirais, de l'autre, de l'analyse identitaire. Voilà, pour l'instant, on a fait un débat très identitaire. Mais on a des idées reçues concernant l'économie. On a des idées reçues concernant la marche du monde. On a des idées reçues concernant la Chine, concernant l'Europe, concernant les pays, concernant les individus. Par exemple, une idée reçue classique, c'est de dire que dans 10 ans, on ne connaît pas les métiers qu'il y aura ou les métiers qui seront porteurs dans 10 ans. C'est vraiment une idée reçue parce que dans 10 ans, on aura les mêmes métiers qu'aujourd'hui. On aura enseignants, chercheurs, employés, vendeurs. Et parce que les transformations en termes de métiers, elles sont très longues, elles durent plusieurs générations, la désindustrialisation, le changement du monde agricole, etc. Et donc, cette idée que dans 10 ans, on ne connaît pas les métiers de demain, etc., c'est une idée reçue, faite par des consultants, par des conférenciers, que je peux aussi côtoyer en milieu professionnel,
Et on les entend, moi je suis à chaque fois, j'ai le poil qui se hérisse quand j'entends des énormités assénées avec un aplomb incroyable, toujours avec le chercheur américain. Il y a toujours un chercheur américain, parce que la psychologie positive a envahi maintenant l'espace intellectuel de l'entreprise. Et donc, les imposteurs de la psychologie positive ont toujours un chercheur américain qui, en 2007, a fait une étude. Un mec, on ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas d'où il vient. Et c'est des idées reçues qui sont construites, c'est des fake news intellectuelles, vous voyez, c'est des fake news pour entreprises. Et donc, on a plein de fake news, hein, et on a l'inverse aussi. On a des idées reçues militantes. Plein d'idées reçues militantes. Comment être militant si ce n'est pas pratiquer des idées reçues? C'est très dur d'être dans la tendresse et la remise en question perpétuelle de ces idées et de militer. Quelle va être la boussole? Par exemple, une idée militante classique qu'on trouve plutôt à gauche, c'est l'idée que l'entreprise est forcément mauvaise. L'entreprise, c'est le mal. Pourquoi? Et en réflexion. Voilà, excusez-nous. C'est un réductionnisme. L'entreprise a besoin du profit, donc l'entreprise cherche forcément la rentabilité, et donc elle ne se contente que de ça, et elle va broyer les individus, ce qui est totalement faux. Quand on côtoie le monde de l'entreprise, évidemment peut-être pas les multinationales cyniques et cupides, mais l'entrepreneuriat dans toute sa diversité, son foisonnement, on ne peut pas réduire l'entreprise à la quête de la rentabilité. C'est une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante. Plein de dirigeants, plein d'employés, plein de salariés travaillent parce que ça donne du sens à leur vie, travaillent parce que ça donne de la dignité, travaillent parce que ça donne une gratification existentielle. Et ça, dans un réductionnisme, c'est pas réducteur, c'est réductionniste, hein, c'est une idéologie. Dans un réductionnisme, on dit l'entreprise c'est le mal incarné. On trouve ça aussi à gauche, et ça c'est très, très dangereux, parce que ça fausse aussi notre vision du monde. Donc, la question que je pose, c'est balancer nos idées reçues, oui, mais c'est beaucoup plus dur quand elles sont adossées à une illusion, ou en tout cas une représentation du monde, qui me permet d'être militant et donc d'avoir une certaine forme de décence, de dignité, une certaine forme de fierté. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc on est surtout dans une réduction du sens ou d'essence du monde, on est dans une réduction de la complexité, mais on fonctionne aussi à coup de binarité, de clivage manichéen bien-mal, et ça en général ça profite aux instances de pouvoir. Donc c'est là aussi qu'il faut repenser la complexité ou redensifier le sens, même des causes effectivement qui sont bonnes ou qui sont charitables. Donc je pense que ça c'est un effort. Ce qui me touche particulièrement dans les commentaires, c'est ce qui est revenu plusieurs fois dans le fil, c'est l'idée que d'où on parle ici c'est confortable, parce qu'il y a ce confort intellectuel et qu'on n'a pas ce souci d'autres matérialités quotidiennes. Et c'est ça qui me dérange le plus dans les entreprises académiques, c'est souvent ce que je dénonce, c'est qu'on confisque des voix qui ont peut-être moins le temps ou moins l'énergie de parler. Mais ça, j'aimerais vraiment trouver des solutions. Je pense que, au contraire, c'est pas qu'on parle à la place d'eux ou qu'on parle d'espace qui nous laisse le temps de le faire ou l'énergie, mais je pense qu'on trouve des manières de parler avec. C'est ce qu'on fait là, par exemple, où on mélange, je pense qu'on parle tous d'espaces différents, de professions différentes, mais on arrive quand même à créer ces espaces-là, où les gens se rencontrent, où les gens conversent, où les gens sont parfois en désaccord. Il n'y a pas que des commentaires qui vont exactement dans le sens de ce qu'on peut développer. Mais donc je pense que ça, typiquement, c'est un support de penser, de penser avec. Alors, je vais lire quelques commentaires, justement. Hop. On a Cécile. L'idée que l'homme moyen est né au 19e siècle. L'idée de l'homme moyen est née au 19e siècle. Comment cette idée s'articule-t-elle aujourd'hui avec la norme, de votre point de vue? Ah oui, la remarque sur est-ce accessible à tous, nous dit Alexandra. Parfois, je me fourvoie dans les normes pour pouvoir manger. Entreprise. Frédéric, j'ai créé un atelier pour les enfants de 5 ans qui s'appelle J'aime, j'aime pas. On s'exerce à l'esprit critique, ça enrichit énormément leurs échanges. Étienne, est-ce que les idées reçues, c'est pas le fait d'oublier d'interroger la valorisation de certains mots? Par exemple, le mot d'autonomie me semble excessivement valorisé et opposé à celui de dépendance, souvent implicitement péjoratif. Ça concerne la linguiste. Freddy, est-ce fasciste de qualifier la pensée d'autrui d'idée reçue lorsque celle-ci ne nous convient pas, bien que basée sur des faits? Et Lydie, ne faudrait-il pas enseigner le tact avec tact? Et Anaïs, oui, mais on est quand même en lien avec l'un de vous deux et on ne vous découvre pas non plus par hasard. Bon, je ne sais plus à quoi elle répondait. Voilà, quelques remarques. Moi, je trouve que le problème des idées reçues, un problème peut-être qu'on n'a pas encore abordé et qui rejoint un peu les commentaires, c'est la question de la perspective.
Le d'où je parle, tu as parlé du d'où tu parles. C'était ce qu'on disait dans les années 70. Hein. Quelqu'un prenait la parole dans un discours plutôt militant, plutôt engagé, et il disait d'où tu parles. Je vais vous raconter d'où je parle. C'est-à-dire, quel est mon centre d'intérêt? Qu'est-ce que je vais essayer de faire peser dans la balance? C'est ce qui se fait plus dans le journalisme aujourd'hui. Dans le journalisme aujourd'hui, on interroge des experts qui sont des experts tombés du ciel. C'est ça. Et évidemment qui ont des intérêts, il y a des lobbyistes, il y a des gens qui sont vraiment... Et on ne sait plus d'où ils parlent, ils ne sont plus contextualisés. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, on a une décontextualisation dans le travail journalistique. Alors, s'il y a des journalistes parmi nous, c'est l'occasion d'en parler, mais je suis sidéré de voir l'absence parfois de contextualisation intellectuelle, même dans les débats. Même dans les débats de société, on ne sait plus d'où ils parlent. Peut-être que c'est ça, d'abord, avant de balancer les préjugés, essayer de situer. Essayer de resituer les enjeux implicites du discours, les intérêts mis en chantier, les rapports de force dans le discours. Moi, plutôt qu'un truc je dirais, d'ironie et de douceur, j'ai envie, au contraire, de monter à la visibilité les rapports de force du discours et des prises de position. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est la seule, c'est la condition pour pouvoir transformer ces rapports sociaux et pour pouvoir éviter certaines hiérarchies qui sont délétères. C'est déjà de situer ces rapports sociaux ou de les désigner ou pour le coup de les nommer. Pas d'être dans la catégorie, mais d'être simplement dans la nomination, de dire les choses telles qu'elles sont. Pour la situation, moi je trouve que c'est frappant dans le journalisme, mais c'est aussi frappant dans les recherches académiques. Très peu maintenant ça recommence à être une tendance de dire d'où l'on parle avec la linguistique située notamment. C'est quoi ? C'est vraiment des chercheurs qui ont une forme d'engagement. Il y a une différence entre l'engagement et le militantisme, mais qui disent d'où ils parlent, de quelle position, de quelle profession, de quelle catégorie socio-culturelle, qui expliquent parfois aussi le pourquoi de certaines recherches, qui disent pourquoi certains points peuvent les intéresser plus que d'autres. Donc c'est aussi dire pourquoi on est plus touché par une cause que par une autre. Là aussi, il y a des explications, des naissances des causes qui sont intéressantes et qui peuvent permettre de situer tous ces rapports sociaux. Il y a une très belle phrase d'André Gide qui dit « Les préjugés sont les pilotis de la civilisation ». Dans Les Faux monnayeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, les préjugés ont leur nécessité, on peut les critiquer, mais ils ont aussi leur nécessité fondatrice. C'est-à-dire c'est aussi des points d'accord. C'est aussi des points d'accord d'une société. Des points de repère. Des points de repère. Et d'accord, pour les enfants aussi, ils ont besoin. C'est vraiment ce premier sens de Lippmann du stéréotype, c'est de comment se repérer dans la société, d'avoir quand même quelques balises pour pouvoir s'accrocher et démarrer. Et après, ça ne doit pas être des verrous. Alors, dans cette idée de contextualisation, on a vraiment une des reçues, d'ailleurs, qui est tout le temps placardée par les journalistes et peu interrogée, c'est l'idée du niveau qui baisse. C'est d'ailleurs pas les journalistes, c'est d'ailleurs... le niveau baisse depuis 4000 ans. À chaque fois, chaque nouvelle génération nous explique que le niveau des élèves baisse, il est en baisse, on apprend moins qu'avant, etc. C'est quand même assez cocasse de voir qu'à chaque époque, depuis Socrate, on a cette litanie critiquant les jeunes qui nous explique que le niveau est en train de baisser. Alors par exemple, pour parler de la société française, oui, toutes les études montrent que le niveau baisse depuis 15 ans, c'est vrai, mais quand on reprend des décennies plus loin, ça ne baisse pas du tout. On oublie de dire, contextualisation nécessaire pour sortir de l'idée reçue, qu'en 1947, alors on nous dit oui, en 1947, si on donne une dictée de 1947 aujourd'hui à des élèves d'aujourd'hui, donc, ils vont faire plein de fautes d'orthographe, l'orthographe étant extrêmement valorisée en 47 et aujourd'hui, vous savez bien que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on démontre que le niveau baisse parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus capables d'avoir une bonne note à une dictée donnée en 47. On oublie de dire, contextualisation nécessaire, qu'en 47, il y avait seulement 3% de bacheliers dans une classe d'âge et qu'aujourd'hui, on est à 66%. C'est la même chose pour le niveau de langue dont on dit aussi systématiquement qu'il baisse. Alors qu'on a beaucoup plus de jeunes qui peuvent s'exprimer sur des médias différents, dans des langues différentes à l'intérieur de leur langue, qui parfois sont plurilingues ou plurilingues à l'intérieur de la langue, et que certes, peut-être que certaines règles orthographiques ne sont pas maîtrisées, mais qu'en revanche, différents genres sont maîtrisés et différentes formes de conversation sont rendues accessibles. Donc là aussi, c'est un biais de non-contextualisation. Voilà, donc ce que l'on a, c'est vraiment cette idée, par la contextualisation, on a aussi cette idée d'un jugement critique. Ça concerne profondément la philosophie. Quand je dis que la philosophie aujourd'hui est l'affaire des jeunes,
Je parle justement de cette jeunesse qui est confrontée à toute cette mise sur le marché de toutes les idées les plus farfelues, des complots, de la vérité scientifique de dernière main qui arrive. Alors, on a une jeunesse qui a une bibliothèque ambulante dès qu'elle est sur une bibliothèque bordélique et ambulante dès qu'elle est sur Internet. Et devenir philosophe, ça veut dire que le jugement critique est pour moi l'activité première pour pouvoir se débarrasser des idées reçues. Alors ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire mettre du soupçon lorsqu'on a des certitudes. Ça veut dire accepter que le doute est formateur et pas déformateur, que le doute est capable de nous faire aller plus loin, de prolonger des interrogations, que finalement prolonger une interrogation a plus de valeur que de donner une réponse et de chercher à conclure. Et c'est pour moi essentiellement cette activité qu'il faudrait mettre en place d'une démocratisation de la philosophie, ou plutôt d'un retour de la philosophie à sa case populaire, c'est-à-dire la discussion critique entre citoyens. On va prendre quelques remarques. Alors, nous avons... il devient très rare d'avoir l'espace public, l'espace journalistique pour contextualiser, dit Cécile qui est journaliste. Certains non-journalistes et journalistes ont même développé l'art de décontextualiser les propos. Merci Cécile. Étienne, oui, il ne faut pas oublier que ce sont aussi nos catégories pratiques de jugement. On peut vivre sans idées reçues finalement. On ne peut pas vivre, excuse-moi, je dis n'importe quoi, on ne peut pas vivre sans idées reçues finalement. Anaïs, il y a plusieurs formes d'intelligence. Le niveau baisse peut-être dans une matière et monte dans une autre. Bien sûr, comme le dit très bien Stéphanie Palu. Reportage d'Arte intéressant. Cécile, 80% des CV sont laissés de côté par Google France du fait d'une faute d'orthographe. D'accord. Freddy, le niveau baisse en orthographe, le niveau du bac ABC. Christine, exemple d'idée reçue. À 50 ans, on est vieux. Tant qu'on reste entre personnes de moins de 50 ans, l'idée va demeurer. Il suffit qu'il y en ait un qui sorte de son cercle et rencontre un quinca qui explose de vie et donc de jeunesse, ça remet les choses en perspective. Simple exemple bête. Non, il n'est pas bête, il est très intéressant ton exemple. On continue. Chervin, que pensez-vous de cette idée reçue? Ces dernières décennies, il y a eu un progrès des objets et non des sujets. Un progrès des objets et non des sujets, d'accord. Philippe, l'avenir a de beaux jours devant lui, l'expert devient l'expert. P-E-R-E. Philippe, tu es lacanien, je ne le savais pas. Voilà, donc des choses à dire. Oui, cette idée qu'on ne peut pas vivre sans idées reçues, je pense qu'effectivement on fonctionne tous avec un stock, alors le côté psychologisant on dirait un stock de croyances, mais un stock d'outils ou un stock de pensées qui nous permettent d'avancer. Par contre, on peut ne pas universaliser et naturaliser ces pensées. Donc ça va dans le sens de ce que tu disais de l'esprit critique. Mais pour moi, ça me fait penser aussi, enfin c'est très gavelien, le perfectionnisme moral, de dire que l'amélioration de nos démocraties passe par une rééducation, mais une rééducation de soi, pas éduquer les autres, mais se rééduquer et repasser par les connaissances acquises surtout passivement, et puis se réapproprier tout ça de façon critique, avec ce recul réflexif, donc de se rééduquer. Se rééduquer, et donc ça signifie aussi désapprendre. C'est ça. Désapprendre, c'est vraiment comment apprendre à désapprendre. Voilà. Et on parle beaucoup de société apprenante, mais il faudrait aussi inventer des pratiques désapprenantes. Une société désapprenante. Et donc je parlais du jeu de l'enfant, en ce sens-là, on y est. Et ce que dit Einstein, j'avais annoncé que j'allais en parler un peu, mais j'aimerais citer quelques pensées d'Einstein que j'ai relevées en le lisant. On a vraiment ça, on a vraiment cette idée d'un homme éminemment scientifique, très engagé politiquement, notamment pacifiste, hein, Einstein à la fin de sa vie, sidéré par cette idée que ses créations, enfin ses inventions, ses découvertes plutôt, peuvent semer la mort, et il s'est engagé vraiment dans le combat pour sortir du nucléaire et désarmer les puissances. Donc Einstein pacifiste, voilà ce qu'il dit. D'abord il dit: ce qu'on appelle le bon sens est en fait l'ensemble des raisons qu'on nous a inculquées jusqu'à 18 ans. Voilà. Donc là, il y a cette idée cartésienne qu'il faut remettre en question le stock d'éducation et de connaissances. Inventer,
ses pensées à côté. J'adore cette phrase, inventer ses pensées à côté. Hein, cette idée de désapprendre, c'est aussi cette idée de se dire, et s'il y avait une façon d'apprendre autrement? C'est pas désapprendre de façon négative, c'est-à-dire retrouver une néscience, une négation de la science qu'on aurait emmagasinée, mais c'est l'idée que ce que je sais vient d'un cheminement et qu'un autre cheminement alternatif pourrait me faire savoir connaître d'autres choses. Et donc c'est peut-être balancer les idées reçues et repolitiser nos discours, c'est peut-être une sorte de gourmandise des alternatives. Moi je vois vraiment que cette idée d'une pensée critique qui serait capable de créer des alternatives en tout, alternatives en politique, alternatives en termes d'idées, alternatives en termes de solutions trouvées, essayer de démultiplier les alternatives. Hein, quand il n'y a qu'un choix, il n'y a pas de choix. Et donc inventer ses pensées à côté, c'est le fameux pas de côté dont on parlait dans les années 68-70, cette idée qu'un seul pas de côté permet de changer l'angle de vue, et un nouvel angle de vue permet des libertés nouvelles et des créations nouvelles. Einstein dit aussi, je n'ai jamais fait une de mes découvertes à travers le processus de la pensée rationnelle. Et Einstein est vraiment celui qui préconise l'imagination dans l'acte de création, y compris en termes mathématiques. La création, l'ouverture d'esprit, et presque le rapport artistique à la connaissance de type scientifique. Dit, si vous voulez que vos enfants soient intelligents, eh bien lisez-leur des contes de fées, voilà, et non pas des grands traités d'astronomie. Un enfant a besoin d'imagination. Un de mes amis, quand le prof disait de sa fille qu'elle était tout le temps dans la lune, a répondu au prof, surtout ne la faites jamais descendre de là. Voilà, lisez des contes de fées aux enfants pour qu'ils deviennent intelligents, c'est-à-dire accéder à une pensée symbolique, à une pensée narrative qui reste un jeu, parce que le conte de fées reste un jeu, avec des jeux de dupes, des jeux de masques, des jeux où le méchant devient gentil et vice-versa, des jeux de transformation, des jeux alchimiques en termes d'identité, des jeux d'hybridation. Et finalement, l'idée du conte de fées qui rend intelligent, c'est l'idée d'apporter un regard imaginatif, créatif, symbolique et rêveur. Finalement, se débarrasser des idées reçues, c'est concevoir la puissance du rêve, la puissance active du rêve. L'idée reçue, c'est l'arrêt du rêve, finalement. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est aussi autoriser les expériences dissonantes ou les expériences transgressives. La littérature permet ça, les contes pour les enfants permettent ça. Enfin, moi, j'ai été bercée avec Alice au Pays des Merveilles, mais c'est que... Alice, c'est une succession d'expériences... Un conte linguistique. Hein. C'est ça, c'est un conte linguistique, mais c'est une succession d'expériences transgressives, et narcotiques. Et narcotiques aussi. Mais c'est une expérimentation corporelle et spirituelle et imaginative. On va lire quelques commentaires, les derniers, parce qu'on va devoir se quitter dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, ce que vous dites, dit Chervin, me fait penser à cette phrase d'Alvin Toffler. Alors, Alvin Toffler, il faut le resituer, c'est Le choc du futur en 1970, un livre absolument génial où il avait vu le monde de demain, un futurologue. Le monde de demain, il l'avait déjà vu dans les années 70. Les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ni écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre, réapprendre. Merci Chervin, ça fait du bien. Philippe, pensez à côté, absolument. Indispensable pour voir arriver l'idée à recevoir. Pourquoi alors devrait-elle être reçue? Stéphanette, tellement d'accord avec les contes de fées. Tu as juste oublié de dire qu'il faut aussi en lire aux adultes. Ouais. C'est fondamental. Fondamental. C'est une fan d'Harry Potter, hein, je crois savoir. Christine, un conte de fées, oui, mais alors du Andersen. Ce type était un génie. L'imaginaire, dit Philippe, lutte contre l'idée reçue. Voilà, donc je finis avec Einstein. Vous ne pouvez résoudre avec un problème, vous ne pouvez résoudre un problème avec le même type de pensée qui a créé le problème. Je trouve cette phrase admirable, c'est une phrase d'une profondeur incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait une translation du point de départ. L'idée reçue, c'est le retour à la case départ. L'idée reçue, c'est le retour au connu. C'est l'arrimage dans le connu parce qu'on a peur de l'inconnu. Et donc, il faut oser cette exploration vers l'inconnu, transformer les données mêmes du problème, ce qui a présidé à l'émergence d'un problème, en changeant même le langage.
Finalement, l'idée reçue, c'est être prisonnier du langage. Et j'ai l'impression que les contes de fées, Alice au pays des merveilles ou cette hybridation dont on parlait, c'est finalement essayer de devenir maître du langage en termes poésie, c'est-à-dire en termes de fabrication et de construction, plutôt que de subir le langage. L'idée reçue, finalement, c'est subir le langage. Ce n'est plus être acteur du langage, mais être acté par le langage. Qu'est-ce que et Lewis Carroll, c'est tout l'inverse. C'est se recréer une langue à l'intérieur de la langue, mais sans sortir de l'intercompréhension. En restant dans une langue quand même, parce qu'il y a des langues folles qui ne permettent plus d'être compris, mais là, on n'en est pas là. Mais c'est de se créer une langue qui permette de dire sa singularité, qui soit vraiment propre, qui soit une conquête personnelle, mais qui permette de rester quand même dans l'intercompréhension et dans la conversation. Très bien, magnifique. Quelles seraient pour toi les idées reçues à balancer prioritairement? Est-ce que tu fais une typologie des idées reçues? Et est-ce que tu peux, aussi on peut s'amuser, hein, on est entre nous donner des conseils pratiques qu'on pourrait appliquer demain? Je sais que c'est très amusant à voir, même si c'est évidemment totalement fictif, mais si on s'amusait à ça, comme des enfants dans une cour de récréation, demain on joue à quel jeu pour balancer nos idées reçues et faire que nos croyances restent des croyances et ne sont pas des choses incluses dans notre connaissance? Moi, je pense que je partirais de comportements tout simples qui sont vraiment quotidiens et pour le coup partagés par tout le monde, mais nos interactions quand on sort dans la rue, quand on prend le métro, quand on va à la boulangerie, et puis s'interroger sur nos formes de politesse. Et là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues dans la politesse. Mais de se demander à chaque fois qu'on dit bonjour, à chaque fois qu'on dit comment ça va, est-ce que vous allez bien, ou à chaque fois qu'on dit merci. Et là, pour moi, il y a toute une série d'idées reçues ou de protocoles appris par cœur qui nous mettent, qui nous sortent du lien, alors que ça devrait être l'inverse. Donc moi, je commencerai par ça. C'est les petites interactions quotidiennes demain, me dire à chaque fois que je vais dire merci, bonjour, comment ça va, est-ce que vraiment je suis dans ma volonté de rentrer en contact avec quelqu'un, de remercier, d'être dans la reconnaissance, ou est-ce que c'est simplement un script que je crache? Et pour moi, ces scripts-là de politesse sont aussi des formes d'idées reçues ou de comportements à adopter. Donc pour moi, ce sera ça le petit jeu, en tout cas pour demain. Qu'est-ce que tu appelles script? Ça revient souvent dans ton langage. Est-ce que tu peux nous donner une définition? Parce que j'ai l'impression que c'est complètement lié au sujet. Le script, c'est des scénarios qui ont été appris et qui sont répétés. Donc c'est des modes de faire, de dire, que l'on a observé chez d'autres et puis que l'on répète sans les questionner. Donc le script tout bête, c'est par exemple le matin, on a programmé son réveil, le réveil sonne, on se lève, donc il y a des scripts très pragmatiques. Mais c'est la même chose pour la politesse. Quand on croise quelqu'un dans la rue, bonjour, ça va? Et puis là, on peut s'amuser. Moi, je fais ça avec mes étudiants. On écoute ce qui se passe et on va dire oui, bonjour, ça va, oui, merci, ça va, et vous? Et souvent, il y a une troisième fois le ça va qui vient, et vous, ça va? Et c'est la preuve que personne n'a rien écouté. Et que c'est vraiment du foutage de gueule, pour le dire dans des mots très cru, mais il n'y a pas du tout de lien. Et c'est que de la fonction fatigue, que le fait de dire on est là, mais en fait on ne s'écoute pas. Donc pour moi, c'est ça les scripts. C'est tous ces scénarios qu'on répète. Des patterns, de façon des sortes de patterns automatisés. C'est ça, c'est des automatismes, mais qui fonctionnent pour les choses les plus triviales, comme pour... on a des scripts intellectuels aussi, des manières de penser. Moi, cette phrase, je la trouve magnifique, de dire qu'on ne peut pas solutionner un problème en le pensant avec ce qu'il a créé. C'est ça, pour moi, on a aussi des scripts intellectuels, des schémas de pensée qu'on ne questionne plus et qui ont été rendus évidents par paresse et par une sorte de polissage du temps. Très beau, magnifique. Moi, comme exercice, c'est en t'écoutant que j'ai cette idée. J'ai l'impression qu'on pourrait très bien assumer les idées reçues, c'était un commentaire d'ailleurs, et les dire. Je crois vraiment que ce qui est dangereux dans une idée reçue, c'est qu'on ne les dit pas. C'est qu'elles sont dans notre tête, mais pas dans notre discours face à l'autre. Dans le groupe qui va avoir un bouc émissaire, le groupe parle de ces idées reçues. Mais lorsqu'on est face à la victime d'idées reçues, lorsqu'on est face à l'autre, on ne dit pas ces idées reçues. J'ai l'impression qu'on pourrait très bien inventer un exercice qui consisterait à dire, voilà, je te vois, tu as telle couleur de peau, tu appartiens à tel genre, tu es grand, petit, blond, brun, gros, maigre, etc. Et voilà les idées reçues que j'ai de toi. C'est de pouvoir très clairement en disant, je sais que j'ai tort, je sais que c'est des idées reçues, mais qu'est-ce que t'en penses toi? Finalement, redonner la parole à la victime de l'idée reçue. Faire que la victime de l'idée reçue reçoive l'idée. Parce que l'idée reçue, le problème, c'est qu'elle n'est pas reçue, justement. Elle est reçue d'un point de vue extérieur, où elle s'incorpore à ma cognition, à ma façon d'appréhender le monde, mais finalement, je ne la donne plus. Et donc, quelque part, l'opposé de l'idée reçue, ce serait l'idée donnée. Peut-être que c'est... ou balancée. Ou offerte. Et donc, je prendrais le mot balancé
balancer nos idées reçues comme balancer par le verbe. Quand on dit, allez, vas-y, balance ce que tu as à dire, accouche. Hein. Et donc, balancer nos idées reçues, c'est les dire. C'est pas les balancer pour s'en débarrasser, c'est balancer pour le dire. C'est remettre les idées reçues dans le dire, et donc dans le partage, et donc dans la possibilité qu'a l'autre de répondre. Et d'être en désaccord. Et d'être en désaccord. Et d'ailleurs, inciter le désaccord en disant, montre-moi que j'ai tort. Alors, ça peut être assez savoureux, ça. Peut-être un exercice demain, c'est que quand vous voyez quelqu'un et que vous avez des préjugés qui vous viennent à l'esprit, quand vous êtes animé par des stéréotypes, et ben vous dites, attention, regarde, face à toi, j'ai des stéréotypes. Alors, vous allez peut-être être un peu bizarre aux yeux de l'autre, mais si on annonce la couleur du jeu, je pense qu'il peut se prêter au jeu. Y compris quelqu'un qui nous fait peur. Tiens, tu as un regard très sombre, tu es de quelle couleur de peau, oh là là, regarde ce qu'on fait. Ben voilà, on va se quitter. Alors je vous ai dit que le portable bug, je n'ai pas... C'est génial. Non, attends, on est dans le jeu de l'enfance, c'est vraiment génial. Ah, c'est vraiment génial. Ça s'est activé tout seul, c'est la magie de Noël. Et c'est la magie des idées reçues. Tout le monde se marre, il y a plein d'émoticônes de rire, donc j'imagine le rire général. Voilà, c'est mon smartphone, voilà. Bon, écoutez. C'est vraiment génial. Mais tu vois, même la machine a des idées reçues. Je veux dire, pourquoi tu serais... Pourquoi je serais Père Noël et toi tu serais reine? C'est ça. Hein, je veux dire, c'est pas normal. On devrait inverser ça. Voilà, c'est pas normal, on est en pleine idée reçue. On a oublié de parler de plein mal de choses, d'ailleurs ça me fait penser, de l'intelligence artificielle. C'est incroyable, ça va encore revenir, hein, voilà, c'est comme ça qu'on se quitte, c'est par un immense clin d'œil de jeu d'enfant. Voilà, et puis des idées reçues, c'est aussi l'enfermement dans les boucles algorithmiques. C'est-à-dire que quand je consomme un contenu YouTube, et ben YouTube va m'enfermer dans une boucle en me proposant exactement ce que je suis habitué à consommer, sans me faire sortir, sans me faire le pas de côté, la pensée de côté. Alors, on n'y a pas parlé, et c'est intéressant. Alors voilà, il a inversé, il nous a écoutés. Vous voyez comme quoi il y a un complot qui est mis, ça devient absolument délirant. On est dans Alice au pays des merveilles. C'est le premier live que je fais comme ça. Non mais ça se déclenche tout seul, faut le comprendre les amis, hein, ça se déclenche tout seul. Et donc je disais que finalement l'idée reçue maintenant ça va être la machine qui va les prendre en charge. YouTube, c'est complètement ridicule, je vais essayer de sortir de là. Attends, comment on peut sortir de là? Eh ben voilà, je pense que ça ne reviendra pas. C'était assez récréatif hein, comme pause. Je pense que la machine va prendre en compte les idées reçues et que s'il y a bien une entité qui va ne fonctionner que par idées reçues, c'est la machine, c'est l'algorithme. Et c'est les big data, et c'est le traitement des big data. Et donc, on l'a vu avec Twitter, qui essayait d'inventer une langue à part et qui est tombé dans une langue raciste, puisqu'il recyclait justement tout ce qui se mettait sur Twitter. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle ne sera qu'une sorte d'immense algorithme des idées reçues. Et c'est peut-être pour moi le plus grand des dangers, c'est qu'on produise un ordinateur intelligent par idées reçues, c'est-à-dire un ordinateur absolument dangereux en termes de stéréotypes. Et complètement verrouillé, préprogrammé, qui soit l'inverse d'une forme de créativité. Et ça va être dur de lui apprendre le jeu, l'ironie, etc. On arrête là ? Ben merci Stéphanie, c'était un régal. Merci à toi. On restera connecté pendant les heures qui viennent et les jours, donc vous pouvez continuer le débat qui était passionnant, vraiment. Merci à toi. Et puis je vous dis à très bientôt. On continue la philosophie directe, hein, cette aventure qu'on a lancée il y a plus d'un an. Et voilà, c'était très enrichissant, passionnant. J'ai le cerveau qui bout. Et voilà, même si j'ai le visage du Père Noël qui arrive comme ça par hasard. Merci infiniment et au revoir à tous. À très bientôt.